Vous êtes toujours à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95.2 par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter. Nous regarder via internet le magazine Énergie Positive ce soir avec Maxence Laillé pour nous parler de la revue Orbs, l'autre planète. Et en respiration musicale, Strauss, Mort et Transfiguration, un morceau de 22 minutes qui est en corrélation bien entendu avec la thématique sur les NDE. Strauss qui a donc eu la vision que ce qu'il a pu composer pour cette symphonie eh bien, était ce qu'il avait pu expérimenter quand il est passé de l'autre côté du voile. Donc que penser des mouvements, on va dire assez intenses lors de cette symphonie? Je ne sais pas ce qu'il a pu expérimenter dans ces moments-là. Peut-être avoir des galaxies, des mondes en collision ou pas, d'ailleurs, je ne sais. Quoi qu'il en soit, puisque tu as inauguré, lancé la thématique de la forme de la géométrie sacrée à travers le monde manifesté dans lequel nous sommes, les fleurs en sont la parfaite manifestation, mais pas seulement. Alors tu as mentionné tout à l'heure le côté ésotérique ou mystique qui pourrait être abordé, mais ça c'est une autre sphère. Et en même temps, lorsqu'on parle des solides de Platon, quand on parle de Léonard de Vinci, quand on parle d'alchimie, dont tu mentionnes certains éléments au sein de la revue Orbs, eh bien il y a ce filigrane sur ce que pourrait être la réalité, avec ce monde constructal dont tu viens de nous parler, et alors, je prends un homme comme Léonard de Vinci parce que c'est une sorte de référence, hein. Et les solides de Platon, pour décrire la réalité, en sont pas des moindres, puisque tout notre monde manifesté, toute notre réalité serait composée de cette géométrie sacrée. Alors, quelle définition tu pourrais donner de cette géométrie sacrée? C'est pas forcément évident puisque nous baignons dedans. Euh, dans quelle mesure est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet? Comment est venue l'idée, si on peut parler de ça comme ça, d'aborder justement cette géométrie sacrée à travers les fleurs spécifiquement? Euh, alors déjà, il y a le postulat ou la conscience ou l'évidence que l'organisation du monde autour de nous et nous-mêmes répond à des lois, à des principes physiques et mathématiques. Et donc du coup, il y a une évidence qui est que effectivement, il y a des principes mathématiques sous-jacents qui nous structurent. Après, il y a deux approches par rapport à ça. Il y a soit le fait de chercher les éléments de base et de voir comment ces éléments de base, en s'agençant entre eux, dégagent, font émerger des formes plus complexes, ou il y a le fait de postuler que les formes, qu'il y a des tracés géométriques, ou il y a des formes géométriques euh, qu'on peut dessiner en reliant les éléments entre eux. Voilà. Et donc là, en fait, moi, ce sujet sur la géométrie cachée des fleurs. Il est venu c'est un extrait d'une revue anglaise qui s'appelle Caduceus, qui est une revue qui est très intéressante, enfin qui est bien, qui remplit sa fonction, qui est sur le soin. Et donc ça concerne autant la santé électromagnétique que la planète, que la nature, que les guérisseurs spirituels. Enfin vraiment, c'est la santé, le soin, enfin le soin, la guérison dans tous ses aspects, quoi. C'est une revue sur la guérison dans toutes ses dimensions. Caduceus, c'est une revue britannique. Et donc, moi je tombe sur cet article-là et je me dis, écoute, c'est top, il faut le traduire en français, quoi. Voilà. Et donc, ben, on a traduit en français l'article de Caduceus, qui était signé Keith Critchlow. Et moi, à ce moment-là, ce que j'ignorais, c'est en fait Keith Critchlow, il est très très connu, puisqu'il avait fondé une académie de tradition, de sciences traditionnelles sur la forme, la géométrie, l'architecture, qui s'appelle Telos, en Grande-Bretagne. Et c'est notamment lui, entre guillemets, qui a été un des maîtres à penser du prince Charles. Donc nous, à notre époque ou à notre échelle, jeunes, j'allais dire Jouvenceau ou Puceau français, c'était au sens Jeanne la Pucelle, hein, c'est dans ce sens-là. Ça frappe toi, ouais. Donc en tant que jeune peuple franc, bon, on va se dire, bah, le prince Charles, c'est vrai que ben, on a entendu parler qu'il était branché par tout ce qui était biologie,
pas biologie, mais en tout cas tout ce qui était agriculture bio, tout ce qui était élevage bio, la nature, les médecines douces, le naturel, enfin ces approches-là. Mais c'est en fait parce qu'il a été un étudiant de cette académie Télos, et donc il a été initié ou formé à des savoirs traditionnels liés aux sciences ancestrales, de géométrie sacrée, de géobiologie, etc., etc. Donc je l'ignorais complètement. Pareil, je l'ai découvert 2 3 mois après avoir pris la décision de faire traduire ce texte en français. Euh, des ramifications qui étaient du côté de Critchlow et de l'audience royale en l'occurrence qu'il a pu rencontrer en Grande-Bretagne au niveau des idées qu'il a propagées. Donc en fait c'est un vénérable, c'est un sensei, c'est un vieux monsieur euh, en âge très avancé, il est au-delà de sa 80e année je crois, et donc on est avec un sage qui transmet quoi. Voilà. Et donc il a fait un bouquin sur ce sujet, sur la géométrie cachée des fleurs, et il nous raconte ça dans le bouquin. Et nous, ce qu'on a fait avec Cyril Fievé, le traducteur, c'est qu'on a rassemblé, on a mis en même temps des infos plus mathématiques, plus ingénieurs, scientifiques, pour consolider son propos qui était plutôt naturaliste et philosophique. Voilà. Et ça donne ce texte-là où on parle du nombre d'or, de la suite de Fibonacci, et pas simplement comme juxtaposition ou comme passerelle qu'on pourrait proposer entre les deux, mais bien parce que par exemple, il y a eu pas mal d'études scientifiques là-dessus et qui ont montré au niveau du règne végétal les structures sous-jacentes de ce que la tradition va énoncer depuis longtemps, depuis des éons, depuis des décennies, voire des siècles. Et bien en fait, ça fait 150 ans que les sciences mathématiques ou les sciences de l'ingénieur occidental sont venues valider ce savoir-là, et depuis 150 ans, les études successives viennent corroborer, appuyer, confirmer, conforter, et on va dire, on pourrait le dire, osons le dire, prouver la logique sous-jacente à la façon dont sont structurés, agencés les organismes végétaux. Alors ça, c'est une chose. Je faisais référence à Léonard de Vinci et la manière dont il utilisait justement ces différentes proportions du nombre d'or, la suite de Fibonacci, etc., qu'on peut retrouver même au sein de la Joconde. J'ai vu comment la suite de Fibonacci se retrouve au sein de la Joconde. C'est quand Ah même bah de toute costaud. façon, la Ouais. suite de Fibonacci, vu qu'elle est présente dans toutes les plantes, là par exemple, dans l'iris, le lilas, le lys, le trèfle, le bouton d'or, les roses aussi je crois, la chicorée sauvage, et bien sûr la marguerite. Voilà, c'est une sorte de distribution évidemment dans le tournesol, hein, dans les graines du tournesol, enfin dans le noyau du tournesol, dans les pistils. Donc bon, elle est présente partout. Et il y a en plus un lien entre la suite de Fibonacci et le nombre d'or, parce que moi je n'avais pas conscience aussi clairement que via ce travail un peu de consolidation scientifique qu'on a fait sur le dossier. Ouais. Lorsque on aborde ces questions-là, on peut aussi faire référence, bien entendu, à la manière dont le nombre d'or se trouve dans le corps humain, la manière dont nos membres, les différents fragments, portions de nos membres sont tout à fait ajustés selon ces différents principes. Proportionné, ouais. Oui, tout à fait. Lorsque tu abordes ces sujets-là, j'ai pu noter que, je dis ça parce que j'ai abordé ça à différentes reprises à l'antenne, un auditeur qui me faisait part que le nombre d'or et la suite de Fibonacci dans la nature ne sont pas exacts. Alors, lorsqu'on s'appuie sur ce dont tu nous parles, Maxence, dans quelle mesure est-ce que finalement notre réalité se conforme exactement à la suite de Fibonacci, à phi, au nombre d'or? Euh, Juste pour montrer pour les auditeurs, nous avons un visage et ce visage n'est pas symétrique entre la droite et la gauche. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il y a cette Même perfection? nous avons un visage et nos visages ne sont pas les mêmes. Oui, tout à fait, oui, à travers 7 milliards d'individus, même s'il y a des similitudes, Oui, ils mais sont tous différents. Ouais. pourtant nos cellules sont un peu identiques. Donc de l'identique, le divers peut émerger. Alors, comment expliquer qu'il n'y ait pas cette perfection Bah, disons, il y a en tout cas deux aspects différents par rapport à ce qu'on évoquait là sur les visages. C'est la notion de morphogénèse. Qu'est-ce qui va faire qu'une forme donnée va émerger par rapport à quelque chose qui est plutôt universel à l'origine. Donc là, bon, bah, c'est des débats un peu, je peux pas dire sans fin, mais en tout cas qui sont importants, qui sont
sans réponse aujourd'hui via l'approche scientifique conventionnelle, quoi, moderne. Hmm. On la cherche du côté génétique, hein, bien sûr, mais les réponses données par ce chemin-là ne sont pas satisfaisantes. Donc on la cherche aussi du côté électromagnétique ou énergétique via qu'on appelle ça des structures fractales ou qu'on appelle ça des structures hologrammes, peu importe, ou en tout cas simplement des champs énergétiques enchâssés les uns dans les autres. Il y a sans doute des choses par rapport à ça, mais après, à nouveau, c'est la question de la poule et de l'œuf. Pourquoi les champs sont agencés de cette façon-là, à l'échelle de chacun, quoi? Pourquoi ces différences-là? Bref, donc voilà. En tout cas, il y a ce donné fondamental sur lesquelles il n'y a pas forcément de De réponse réponse. objective, Alors, pour ce ou qui en est de tout la cas, hein. symétrie, Et pour ce qui est de la symétrie, écoute, je peux pas te dire on peut éventuellement partager sur des hypothèses, mais je maîtrise pas je me suis pas, j'ai pas creusé cette direction-là, parce que la symétrie, qu'est-ce que c'est? C'est sur une base 2, quoi. Alors qu'on peut penser les choses en 3, là on le voit avec la géométrie des fleurs, qu'il y a des fleurs qui ont une base, une symétrie sur une base de 6, d'autres qui ont une symétrie, enfin pas, ouais, on peut pas forcément appeler ça une symétrie, mais en tout cas qui sont sur des... si, en l'occurrence, si c'est l'expression qui est employée, des symétries de type 7, de type 8, de type 9, donc ce qui fait que focaliser comme ça sur une symétrie de type 2, c'est juste une des modalités dans l'éventail des symétries possibles. Euh, pour faire écho ou pour reprendre l'interrogation de ton auditeur sur comment se fait-il que la nature n'est pas exacte, hein, ou n'est pas exactement exacte, moi je répondrais elle est tendanciellement exacte, ou en tout cas en, très souvent elle suit le pattern, elle suit la trame, elle suit le schéma, et puis elle peut s'en écarter. Voilà. Donc moi ça me fait penser au débat entre le déterminisme et le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont, ou en tout cas des éléments nous laissent entendre qu'il y a de la prédétermination, qu'on est prédestiné à des choses, ou en tout cas qu'on a des forces agissantes sur nous, y compris des forces sociales, hein. Par exemple, on va faire du bruit dans la rue tard le soir, il est très probable qu'on risque d'avoir des réactions en face, quoi, qu'elles soient celles des riverains ou celles des flics, quoi. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a des choses un peu logiques comme ça, déterministes, qui vont s'appliquer. Et simultanément, il se passe des choses imprévisibles, ou en tout cas, on peut tout à fait prendre des décisions qui vont nous échapper, et des décisions qu'on prend en notre âme et conscience, quoi, voilà, et non à notre insu. Donc pour revenir à l'histoire de l'inexactitude euh, intrinsèque, là on va rentrer dans des mots compliqués, puisqu'il est tard, on peut oser, vas-y, ontologique, ose. enfin, ça dépend à quelle heure on écoute le podcast, hein, mais ontologique, tu vois, sur vraiment la nature des choses et l'origine des choses, etc., etc., fondamental. Donc sur l'inexactitude de la nature, ben oui, c'est juste que les choses sont censées se distribuer d'une certaine façon, s'organiser d'une certaine façon, sauf que les forces environnantes, l'environnement, le contexte autour de la chose, va avoir bougé, il y a des modifications, il y a des différences, et du coup, ces pressions-là, qu'on peut appeler ça des pressions évolutives, ces pressions-là vont faire que il y a une modification légère de la structure. Et c'est là où j'en viens, la différence dont tu faisais part aux auditeurs tout à l'heure entre la fractale et la constructale. Donc des formes plus complexes. Et peut-être que ces formes Les fractales aussi vont être des formes complexes. C'est juste que dans la fractale, il y a plutôt la représentation comme quoi on va du plus grand vers le plus petit, on descend, alors que le constructal, on est fondamentalement dans de l'unité élémentaire qui se combine entre elles et qui fabrique de la complexité. Voilà. On est sur entre le top-down et le bottom-up, on est sur une approche bottom-up, c'est le terme anglo-saxon là-dessus. Mais donc c'est cette idée plus philosophique ou plus ou avec un mot français, en tout cas d'émergence. On est dans quelque chose qui émerge. D'où peut-être justement cette symétrie qui n'en est pas tout à fait une ou qui à un moment donné trouve une imperfection du fait peut-être, hein, je sais pas, c'est moi qui extrapole, hein, d'avoir à construire quelque chose de plus complexe. Mais moi je pense, si on a une approche un peu plus méta, je serais plus à considérer que l'imperfection fait partie de l'ensemble, l'imperfection ou l'inexactitude fait partie euh,
de la diversité, si tu veux. Si on représente les choses comme une courbe, je vais profiter de la caméra comme une courbe de Gauss, hein, comme une courbe comme ça avec des probabilités, on va voir le gros des choses qui vont se dérouler dans 95% des cas normalement, et on va avoir des extrémités, des extrêmes qui vont représenter 2,5% d'un côté ou 1,5% de l'autre. En tout cas, on va avoir des extrêmes dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand qui sont des cas de figure qui sortent de la normalité. Mais seulement par rapport à la distribution normale des choses, c'est normal qu'on ait ces marges, qu'on ait ces biais à la marge, en quelque sorte. En tout cas, ces biais, le fait qu'on sorte du cadre. C'est-à-dire que plus philosophiquement, enfin ça aussi, moi c'est une des choses qui peut m'animer dans mon, ou en tout cas qui peut me structurer dans ma démarche scientifique. Nous sommes dans des systèmes ouverts et pas dans des systèmes fermés. Et donc un système ouvert, il est par nature ouvert à des influences extérieures, ouvert à des influences qui nous échappent, ouvert à des influences qui sont plus grandes que nous ou plus petites que nous, ou plus invisibles que nous, etc., etc., et qui vont faire que euh, quelque chose existe qui est au-delà de nous, mais qui participe de nous influencer. Voilà, ça c'est un système ouvert. Donc par exemple, on en parlait un petit peu dans le orbe numéro 0, c'est le fait que si on envisage la Terre comme un système ouvert, la météo spatiale, ce qui se passe dans le système solaire ou ce qui se passe dans une galaxie à quelques années-lumière de nous, a une influence sur l'activité de la Terre. Les émissions gamma, ou en tout cas c'est pas des pulses, mais en tout cas les bouffées gamma brutales qui ont été observées auprès de certaines nébuleuses ou de certaines galaxies ou certains soleils quelque part très loin d'ici, ont une incidence sur la tempête ou la tornade qui aura lieu pendant tel mousson sur tel continent. Voilà, c'est-à-dire quand on est en système ouvert, ces liens-là sont... c'est pas simplement qu'ils sont possibles, c'est qu'ils sont acceptés par nature. Un effet papillon, intrinsèquement Exactement, lié. par exemple, Hmm. voilà, exactement. L'effet papillon est, on pourrait dire, un exemple de constructal, même si, enfin, tout ça s'insère des mathématiques qu'on appelle les mathématiques du chaos, voilà, les mathématiques chaotiques qui ont amplement été modélisées et pratiquées et formalisées avec les années 70, quoi. Voilà. Mais voilà, bon, ben, et donc dans le chaos, eh ben, l'inexact a sa place soit parce qu'il prépare d'autres ordres d'organisation, le désordonné participe de l'ordre. Ça, c'est un des fondamentaux de l'approche chaotique. Ouais. Ouais, yin et yang. Lorsque tu abordes donc la traduction cet article, Ce texte, ouais, ce de texte, Critchlow, ouais. on commence avec Brian Godwin, hein, donc biologiste, mathématicien et scientifique holistique, qui nous dit qu'on pouvait déplorer 3 tabous chez les étudiants en sciences des années 60. Alors j'ai été vraiment étonné de voir quels étaient ces tabous quand on voit avec quelle liberté on peut en parler à l'heure actuelle. Donc ces 3 tabous, c'est la conscience, la qualité, bon, ça je ne savais pas trop à quoi ça faisait référence, et l'animisme. Chacun de ces aspects clés de notre monde est désormais à l'ordre du jour, hein, c'est moins qu'on peut dire. On peut d'ailleurs s'étonner que de tels sujets aient pu ne plus l'être. Alors pourquoi mettre ça en perspective? Pourquoi parler de Brian Godwin avec ces 3 sujets tabous dans les années 60? Bah écoute, ça c'est l'approche. On n'a pas eu de contact direct hein, avec Critchlow pour faire cette traduction. Mm, Hein. mm. On était en contact direct avec le rédacteur en chef de la revue Caduceus. Euh, mais bah, c'est comme ça que lui envisage les choses en tout cas. La qualité, il faut la comprendre par rapport à la quantité. C'est-à-dire qu'une approche où on dénombre les choses, où on les compte, on est dans la quantité. Alors que la qualité, on est dans la beauté, on est dans quelque chose qui est dans Poétique. qu'est-ce qui va faire que cette fleur-là, on va la trouver plus belle qu'une autre. Elle a le même nombre de molécules ou d'atomes, elle est de la même couleur, elle aurait grosso modo la même forme, et pourtant il y a quelque chose qui va faire que, dans son être essentiel ou dans ce qu'elle exhale, on va la préférer à autre chose, ou on va la trouver plus belle, on va lui attribuer une qualité qui n'est pas fondée sur du quantifiable. Voilà. Donc c'est ça la question de la qualité en fait. Je reprends une phrase clé, hein, si on peut dire. Les fleurs sont les merveilles naturelles de l'enfance.
Retrouver ce sens du merveilleux est la base de tout éveil de la conscience. Donc la qualité est fondamentalement liée à la conscience. Oui. Et puis, bien entendu, enfin, je vois vraiment la passerelle directe avec l'animisme sur le fait de voir dans la nature des esprits ou l'harmonie universelle, Dieu, appelons-la comme on veut, cette force en tout cas qui structure, qui génère de la beauté et de l'harmonie à travers Oui, le... et même par rapport à cette citation là qui est extraite de l'article, il y a ça me fait penser à du Steiner, à la biodynamie, à la façon dont, même si là on est focus sur les fleurs entre guillemets, mais en tout cas comment quelque chose se passe dans le fait de contempler la nature. Et donc que ce quelque chose soit rééquilibrant, que ce quelque chose soit épanouissant, ou simplement qu'il nous suscite un sourire. C'est l'émerveillement qu'on peut avoir avec le papillon qui volait à côté de nous et qui va se poser sur une fleur, quoi. Il y a quelque chose qui se passe qui est on peut pas dire qu'il est au-delà de l'entendement, mais qui est au-delà en tout cas l'indicible. du la, oui c'est ça, qui est au-delà de la conception a priori du monde, un peu avec une conscience ordinaire. C'est-à-dire voilà, peut-être que c'est ça qu'on peut poser. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal d'études quand même par rapport à ça. Que ça rejoint l'overview effect, hein. Le fait que contempler la nature induit un état de conscience modifié. Cet état de conscience modifié étant caractérisé par une dilatation de la conscience. Et donc du coup, quand on est dans la conscience dilatée, on n'est plus dans la conscience ordinaire. Et donc en tout cas, le fait de contempler la nature, c'est-à-dire de se mettre en relation avec elle, induit un état de conscience modifié. Et donc nous fait sortir de l'état de conscience ordinaire. Et avec l'état de conscience ordinaire, qu'est-ce qu'on a? Les conditionnements, l'aliénation et ainsi de suite. Donc comme on sort de ces conditionnements et de cette aliénation, on est en mesure de reconnecter avec des choses qu'on peut appeler l'intuition, mais qu'on peut appeler aussi le sens de l'émerveillement. Platon est toujours là. Le fil rouge, Ouais, ça moi j'ai halluciné aussi hein, quand je suis tombé là-dessus. bah, oui, forcément. Euh, alors je cite un petit passage, hein, page 134. La conscience qui s'exprime au moins sur 4 niveaux ne peut être une science exacte, et pourtant la solution réside peut-être dans notre approche de l'exactitude, en particulier en ces temps de science quantique. Ce débat entre l'absolu, le relatif et le conjonctif, que Platon appelait l'âme, n'est pas nouveau. La sagesse de Platon lui venait des pythagoriciens, particulièrement pertinent pour aborder les problèmes de notre époque. Nous confondons trop facilement nos définitions de la réalité et de l'absolu avec celles de l'actuel et du relatif. Le terme réalité a d'ailleurs été significativement revu à la baisse par les physiciens. Donc ça c'est intéressant, on en revient peut-être justement à la physique quantique à travers la réalité que tu mets entre guillemets. Enfin, Oui, ou c'est en pas tout toi cas, qui la mets, mais ça dépend le sens qu'on met au mot réalité. Par exemple, Powell, ça avait une conception de la réalité qui était plus élargie en fait, et donc il n'était pas dans une conception revue à la baisse, il était plutôt dans une pleine conception du réel. Bon, Powell, le premier bouquin, ou en tout cas où il s'est fait connaître avant le Matin des magiciens, c'est dans un ouvrage qui s'appelait Monsieur Gurdjieff, puisqu'il avait été pendant plusieurs années disciple. au disciple, ou en tout cas en immersion quoi, dans les groupes de Gurdjieff, et ça a donné un bouquin là-dessus qui s'appelait Monsieur Gurdjieff. Donc Powell, ça a une phrase que je trouve magnifique, quoi, enfin magnifique qui est profonde, quoi, simple mais profonde. Le réel n'est pas le connu. Et donc voilà quoi. Donc elle fait 6 mots là. Le réel n'est pas le connu. Et ben voilà quoi. C'est tout. En tout cas, en termes de posture philosophique ou de posture scientifique, hein, entre le réel les dimensions du réel et donc les infinis dans lesquels se situe le réel et ce que nous en savons, ce que nous en connaissons, ce que notre connaissance est en mesure d'en extraire, de formaliser, ce que nous-mêmes nous en savons, et ben notre savoir est bien inférieur à ce qu'est le réel. Voilà, le réel n'est pas le connu. Ce que je trouve de magnifique avec cet article, c'est qu'il met en perspective le beau, tout Ouais, ouais, simplement, c'est et ça, ouais. l'harmonie. Il y a plein de. C'est vrai que il est très particulier et il est très. Moi, je le trouve philosophique, contemplatif, en fait. Exactement. Mm. Et ce qui est étonnant, pour ma part en tout cas, c'est que je ne sais pas à partir de quel âge tu as commencé à t'intéresser à ce qu'on appelle la géométrie sacrée, hein, où on peut percevoir, comme tu le dis, dans la nature,
eh bien cette perspective du sacré, cette contemplation qui nous fait sortir de nous-mêmes et nous amène à voir le monde sous un autre angle. Tout se trouve dans la nature. À quel âge, te souviens-tu, tu as pu aborder ces premières notions de la géométrie sacrée dans la nature ou dans l'être humain, où tu en as eu des connaissances Écoute, basiques peut-être? je sais pas, au sens où je pense que j'ai jamais été trop branché géométrie en fait. Le spirographe par exemple, j'en avais un quand j'étais petit. Donc j'ai fait des dessins avec les roues dentées les unes dans les autres. Donc la façon dont une roue peut être dans une roue, peut être dans une roue, et donc une vision en termes d'engrenage ou une vision en termes comme ça, donc qui est une vision mécaniste, hein, mais avec des choses, avec de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, et qu'on appelle ça les orbes en fonction de l'époque dans laquelle on se situe, et la mécanique des sphères ou les mécaniques célestes, bon pourquoi pas. Mais j'ai jamais été vraiment branché par ça. Ah, le spirographe, j'ai jamais été un gros fan de dessin, quoi. Euh, et d'ailleurs, sur la notion de géométrie sacrée, euh, c'est intéressant géométrie, on voit très bien ce que ça signifie, mais sacré, c'est-à-dire quoi? C'est quoi le sacré? Et on utilise l'expression géométrie sacrée, on voit ce que c'est, on voit plus ou moins ce que c'est, mais si on s'interroge vraiment sur les termes de l'expression, du vocable, ben, qu'est-ce que le sacré? Ou pourquoi le sacré? Euh, Pourquoi des formes géométriques qui structurent le réel, ou qui structurent et qui, par exemple, participent ou déterminent la répartition, la disposition des cellules et des tissus qui composent un végétal, est quelque chose qui tient du sacré. Pourquoi on n'appelle pas ça la géométrie naturelle? Pourquoi on n'appelle pas ça la géométrie intégrale? Peu importe. En tout cas, il y a une expression qui est là, qui domine, qui est sacrée, donc ça pose en tout cas la question, le sens, enfin ça pose la question du sens qu'on met au mot sacré, à mon sens en tout cas. Et ça, c'est vraiment, j'ai pas de réponse là-dessus, vraiment pas du tout, aucune, même pas d'hypothèse de travail pour l'instant. J'ai juste, en tout cas, là j'en suis au stade de la question, même pas au stade de l'hypothèse. Et, et j'invite chacun de nos auditeurs à éventuellement se faire sa propre recherche par rapport à ça, pour que lui-même ait des bribes, des éléments de réponse. On se retrouve à employer une expression qui est celle de la géométrie sacrée, mais pourquoi c'est le mot sacré? Ou en tout cas, quel sens on se trouve donc implicitement à mettre derrière le mot sacré pour se retrouver à utiliser cette expression en voyant très bien ce que ça veut dire, alors que moi, le lien entre sacré, une figure géométrique, que ça soit un triangle, un polygone, un carré, un cercle, et les fleurs, je vois pas trop où est le sacré là-dedans, quoi. Et pourtant, par rapport à cette question que tu poses, je fais juste une parenthèse, parce que je vais y revenir, elle est très pertinente. Euh, je reviens Ta sur parenthèse ou ma question? ta question déjà d'une part, et puis la parenthèse que je vais y mettre, à savoir répondre à ma première question, qui est de savoir quand est-ce que tu as eu Donc là, en fait, pour la première là, en fois, fait, c'est un algorithme que tu es en train d'énoncer. ouais, m'emmerde pas avec ça, quand est-ce que tu as eu connaissance pour la première fois, ou que tu as entendu parler pour la première fois, ou que tu t'as ouvert un petit peu, C'était vers 25-30 ans. c'est énorme, 25-30 ans. Quand tu vois, puisqu'on parlait de la nature, et la manière dont on peut s'éveiller en observant la nature, Ben ok, ça, moi j'ai pu grandir dans la nature quand j'étais petit, donc bien entendu, hmm. sauf que j'ai appris ça parce que je faisais des études artistiques, hein. Donc en histoire de l'art, forcément, Ah oui, le d'accord. nombre d'or, la géométrie sacrée, tu l'apprends, c'est des bases, hein. Euh, et j'étais passionné par ça, et pourtant j'étais nul en maths, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais de voir la manière dont il y a cette beauté intrinsèque à la nature, Un qui se ordre retrouve sous-jacent, ouais. exactement. Et Lorsque une harmonie de fait. Hmm. Lorsque, par exemple, on parle du nombre d'or, on parle des temples grecs qui ont été structurés selon le nombre d'or. Ah, c'est pour ça que tu peux titiller sur les Grecs. Non, même pas, même pas. Mais ce qui Si, m'interpelle, si, tu c'est le que savais déjà. non, 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 non. Lorsque tu mets 3, 4 rectangles de formes différentes et que, on va dire, imaginons 5 rectangles. Au sein de ces 5 rectangles, tu en disposes un selon le nombre d'or. Et tu demandes à une personne lequel vous paraît le plus, à l'œil, Harmonieux, ouais. harmonieux, parfait, entre guillemets, ce qui ne veut rien dire. Eh bien, le regard se place tout de suite vers celui qui est proportionné selon le nombre d'or. C'est-à-dire que, puisqu'on parle du beau,
de l'harmonieux, du Oui. merveilleux, se trouve directement l'œil, l'inconscient, j'en sais rien, appelons ça comme on veut de toute façon, se trouve en résonance ou en écho vis-à-vis de ce qui est beau et harmonieux. Oui, c'est-à-dire, mais même en allant encore plus loin, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites avec des bébés, des nourrissons, des nouveau-nés, où on a présenté des visages qu'on va qualifier ou considérer comme étant beaux, ou à qui on a pu présenter des choses. Et il semble que, par rapport, puisque en l'occurrence ça allait à l'encontre de certaines idées reçues, il y a un sens inné du beau chez les bébés. C'est pas quelque chose qu'ils vont apprendre ou qu'ils vont être en mesure de faire émerger lié à leur développement cognitif à un âge donné. Chez les bébés, dès les premières semaines ou les premiers mois, à 3 mois par exemple, le sens du beau est déjà là. Alors du coup, ça peut donner l'impression qu'il y a du jugement, ça peut donner l'impression qu'il y a un sens du qualitatif, etc., etc. Peu importe. En tout cas, le beau appréhendé sur une logique d'harmonie et de symétrie, puisque on va dire c'était les deux grands critères utilisés, qui vont faire qu'on va qualifier un visage de beau et ainsi de suite. Euh, eh bien, des nourrissons sont en mesure de discriminer et de repérer ces nuances-là, en réagissant avec leur capacité d'interaction à eux, euh, à ce type de profil ou en ce type de pattern de structure qui est donc labellisé comme étant beau, quoi. Voilà. Il y a une réaction innée de leur part à certaines formes par rapport à d'autres. Alors, là, pour le coup, que ça soit vis-à-vis des enfants, des bébés, ou que ça soit directement de la part des adultes, nous sommes spontanément attirés vers ce beau. Et donc, moi, en tout cas, pour faire le lien avec ce qu'on peut essayer de construire au fur et à mesure de la revue et au fur et à mesure des différents articles qui auraient liés au nombre d'or ou à la géométrie des choses ou à l'architecture, etc., C'est etc., comme le format du magazine, par hein, de la exemple, revue, ouais, hein. euh, c'est sans doute parce que les formes géométriques qui sont présentes respectent des canons fondamentaux ou des canons primordiaux euh, d'organisation, quoi. Je trouve, c'est un avis personnel, ça n'engage que moi, hein. Tu nous fais part de l'âge là, auquel tu as eu l'occasion de t'initier, entre guillemets, à ce... Intellectuellement, ouais, Oui, pourrait-on bah, dire. ou de constater, ouais, la géométrie sacrée, c'est quoi? Tiens, bon, je regarde. Euh, que on ne mette pas ça plus en perspective. euh, Si, imaginons, lorsque j'avais, je sais pas, 6 ans, on m'avait montré ces quelques dessins, un diagramme de ces géométries sacrées au sein des fleurs, par exemple, ou des flocons de neige. C'est une manière d'éveiller non seulement au merveilleux, mais en même temps de s'éveiller à des formes géométriques qui, de prime abord, sont parfaites, elles, pour le coup, qui s'inscrivent certes dans des fleurs, dans des arbres, dans les gènes, dans toutes les formes que la nature peut être amenée à... En tout cas, oui, ça, dans des formes qui sont équilibrées ou dans des formes qui sont parce que ce qui est moi ce que je trouve passionnant ou vertigineux, c'est la diversité des formes. On a une diversité des formes, je pense naturellement parlant. La façon dont des arbres vont se distribuer d'une certaine façon, la façon dont différents types d'arbres existent, la façon dont des branches vont se répartir différemment en fonction des arbres, etc., etc. Donc en plus on a les cactus, en plus on a des feuilles, enfin on a des herbes. Donc vraiment, La palette est éventuellement on large. a les mousses, mais en tout cas le règne végétal en lui-même, et rien qu'en lui-même, est d'une diversité faramineuse, infinie pourrait-on dire, quoi. Et tout ça est naturel. C'est-à-dire que tout ça, dans ses proportions, dans son agencement, dans sa structuration, euh, une espèce. Alors après, on peut du coup chercher le code génétique qui est à l'origine de ça, ou on peut chercher la signature vibratoire qui est à l'origine de ça. On peut chercher, je sais pas quel autre élément, ou l'esprit animiste ou l'esprit védique qui serait derrière l'origine de ça. Donc les hiérarchies célestes qui seraient à l'origine de ça. Enfin, peu importe, ou terrestres ou en tout cas, je ne vais pas dire arboricoles, mais les hiérarchies phyto existentielles qui sont derrière ça. Euh, il y a en tout cas une diversité qu'on peut observer, et cette diversité, c'est ça, c'est l'éventail des géométries que propose la nature. Ça, c'est, moi, je trouve ça vertigineux. C'est-à-dire qu'on a justement, euh, ça rejoint peut-être des choses qu'on va aborder après sur la biodiversité, etc., et ainsi de suite. Mais en tout cas, euh, cette diversité intrinsèque ou cette diversité fondamentale que nous présente la nature, c'est comme si
la nature ne peut pas... si on réduit la biodiversité, on n'est plus dans la nature. Et si on est dans la nature, on est au contraire dans une diversité la plus large possible. Je sens quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est de l'ordre de la nature ne peut être que la diversité des formes, ne peut être que la diversité des phénomènes, ne peut être qu'une diversité extrême des phénomènes que nous propose la nature. C'est-à-dire, c'est vraiment. Et là, on rentre sur la symphonie, comme on pouvait l'évoquer tout à l'heure. On rentre sur euh, une somme d'éléments, chacun qui occupe sa place ou chacun qui joue son rôle, mais qui cohabite ou est en lien, en relation avec le reste autour, en simultané en tout cas, en bouquet de contenu. Voilà. De mettre en perspective ces formes, cette géométrie sacrée au sein de la nature lorsqu'on est enfant serait un bon et un très bon, à mon sens, moyen de pouvoir éveiller Sans doute, oui, mais c'est pour ça les que enfants il y a à ce des. respect C'est quelque ça. part. Mais oui, Et mais quand on c'est parle vrai de qu'il y a sacré, des méthodes dans l'école, dans la pédagogie japonaise par exemple, sur on leur fait faire des origamis, on leur fait faire donc l'origami, c'est quand même des principes de pliage de formes élémentaires, donc d'une géométrie appliquée via une intelligence tactile au bout des doigts, où on apprend ce qu'on appelle la motricité fine, on apprend des choses comme ça, quoi. Et la patience et la concentration, comment enfin voilà. s'appelle cette L'origami, l'origami? ouais, l'origami, ouais. C'est de la méditation appliquée, active, qui est impressionnante. Donc, faut ce qu'on peut ressentir quand on en fait à l'âge de 35 ans ou 40 ans, ou quand on en fait à l'âge de 20 ans, et donc quand on en fait à l'âge de 8 ans, c'est extrêmement intéressant. Et il se trouve que ça fait partie, enfin en tout cas c'était le cas il y a 7 ou 8 ans quand j'avais regardé ça un peu en détail, ça faisait partie des cours ou des activités qui étaient proposées dans l'école primaire au Japon, quoi, l'origami. Et de la même ordre d'idée, puis c'est à ça que je voulais aller, c'est l'ikebana, l'art de l'harmonie. L'ikebana, c'est l'art des bouquets dans la tradition japonaise. Oui, Donc le fait de composer un bouquet qui va être beau, qui va être équilibré, cet équilibre pouvant bien sûr avoir des asymétries. On- une on y structure peut être revient. Oui, asymétrique. oui, oui. Une structure peut être Imparfaite. asymétrique. Voilà, bien sûr. Et simultanément, elle est équilibrée. Ça, c'est bien ça. Ça me donne des idées par rapport à certaines choses. Bref. Euh, les nombres, parce que forcément, on ne peut pas parler de figures géométriques. Fous-toi de moi. J'entends tes pensées. Les, Télépathie cognitive. Oui, 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 tout à fait. Ou alors clairaudiente. D'ailleurs, tiens, j'ouvre le standard pour les auditeurs et leurs questions, le 08 92 23 95 20. Nous parlons de la géométrie cachée des fleurs, et plus particulièrement de la nature, bien évidemment. Le 08 92 23 95 20 pour vos questions. Les nombres, il y a trois manières d'aborder le nombre. Le nombre archétype, élémentaire, fini à 9, réel, et pourtant additionné jusqu'à 10 pour revenir à l'unité. Il y a le nombre du mathématicien, qui lui est abstrait, infiniment multiple, illimité, mentalement manipulé par l'esprit humain. Et il y a le nombre numéroté, c'est-à-dire l'incarnation matérielle du nombre, un de quelque chose, la numérotation dite tangible. Euh, Pourquoi, d'après toi, donc, dans cet article, il a été important, au regard des figures géométriques, de pouvoir spécifier les différentes manières de percevoir le nombre? Bah, encore une fois, c'est la façon de Keith Cruchlow de présenter les choses. Euh, c'est vrai que ça a l'air un petit peu compliqué comme ça dans la façon de se présenter, mais deux lignes plus bas, les choses sont reformulées, elles sont très simples. Les deux premières catégories, archétypes et le nombre du mathématicien, c'est-à-dire le nombre mental, sont des nombres abstraits. On est donc dans Le l'idée en concept? fait, hein, dans le monde, ouais, mais ou même dans le monde de l'idée si on veut prendre certaines grilles de lecture philosophiques. Et le troisième, le numéroté, le tangible, c'est-à-dire le nombre matériel. Voilà. Donc, c'est l'histoire les moutons. On peut avoir un mouton, deux moutons, mais on peut pas avoir un mouton et demi, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, je crois que c'est vrai. Mais c'est ces fameuses images-là. Donc le nombre ou le chiffre, en tout cas, dans cette acceptation-là, on compte. Il y a une pierre, il y a deux pierres, il y a trois pierres, mais la pierre 1,87, quand bien même ça peut exister mathématiquement parlant, c'est-à-dire dans le mental, ça n'existe pas dans le réel. Lorsque, on y revient encore une Enfin, dans le fois, réel matériel et manifesté. Platon
s'exprime justement quant à ces nombres et ces patterns, à cette géométrie sacrée. Il nous dit la beauté, alors non, c'est pas tant là, mais je vais le citer de toute façon, je cite le passage, hein. La beauté et l'équilibre d'une fleur sont les rappels les plus naturels et les plus répétitifs des lois de l'ordre mathématique et spatial. Les lois qui sous-tendent la beauté elle-même. Comme Platon l'écrit dans La République, je cite, la géométrie est l'art de ce qui est toujours vrai. Tu posais la question de savoir du sacré, pourquoi sacré, la géométrie sacrée. Et est-ce que justement le sacré ne serait pas le vrai? Oui, mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin de l'appeler. Et c'est ça qui est assez intéressant dans l'expression dans cette phrase, en tout cas attribuée à Platon. C'est qu'il n'utilise pas le mot sacré. Et pourtant, elle est sous nos C'est-à-dire que yeux. si on continue cette réflexion qu'on a ouverte, puisque j'y avais jamais pensé jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à ce soir, qu'est-ce qui a fait qu'on fabrique une confusion en amalgame dans notre culture entre les mots sacrés et vrais? Est-ce que c'est parce que le vrai est sacré par nature? Ou est-ce c'est parce qu'on a besoin pour, faire avaler le sacré, pour rendre le sacré, pour que, à partir du moment où on labellise les choses comme étant sacrées, pour les rendre plus acceptables ou plus fortes, les associer à la notion de vérité. Et comme ça, si c'est sacré, on peut pas dire pas Touché. d'accord. On peut pas renverser. Peut-être qu'il y a cette En tout idée-là. cas, moi, à l'époque de Platon, en tout cas, semble-t-il, vu cette phrase, puisque dans la citation que tu... 135. Voilà, c'est le temps que j'ai perdu la page, machin, faut que je revienne dessus, et pourtant la phrase n'est pas compliquée. La géométrie est l'art de ce qui est toujours vrai. À aucun moment on utilise le mot sacré. Mais parce qu'en fait, peut-être, en tout cas moi c'est l'hypothèse qui va venir spontanément dans cette phrase, si on a envie de s'y référer encore et encore, peut-être parce que le mot sacré est inutile. Et en même temps, si il est inutile, euh, comment se fait-il, Donc puisque c'est très iconoclaste, hein, comme... et c'est philosophique et en même temps, moi, je le trouve très intéressant parce que je suis bon, sidéré, c'est que des êtres humains sur cette terre ne voient pas la nature, donc ce vrai, Mhm. comme étant vrai, puisque quand on entend l'ancien PDG de Nestlé dire que l'eau doit être privatisée parce que tout a une valeur, et donc qu'il faut, entre guillemets, numéroter, donner une valeur numérique à ce que peut représenter l'eau, alors que l'eau est naturelle. L'eau, elle fait partie de notre réalité, elle est donc vraie par nature, par essence. Et pourtant, il ne perçoit pas, c'est ce que ça sous-entend, la magie, il ne perçoit pas la beauté, la symétrie de ce que peut représenter un élément naturel, que ce soit de l'eau, que ce soit un flocon de neige ou une fleur, on peut faire des extrapolations par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, dans la notion du sacré, il y a le sacré et le profane. La différence ou la distinction entre les deux, c'est que le profane voit quelque chose au même titre que celui qui voit le sacré, sauf il ne se rend pas compte du beau, du vrai, ou de cette Oui, fameuse tout à fait. symétrie. Mais même du coup, pour développer cette réflexion, pour l'étendre dans une autre direction, on peut tout à fait du coup postuler que euh, la nature, la nature ou la nature est par nature sacrée, ou le réel est par nature sacré. Après, du coup, éventuellement, on tombe peut-être dans une des premières citations que tu faisais au tout début et qui ouvrait ce texte de Critchlow sur les confusions ou la façon dont nous confondons trop facilement nos définitions de la réalité et de l'absolu avec celles de l'actuel et du relatif. Donc là encore, dans les quatre notions qui sont citées, réalité avec un grand R, absolu avec un grand A, actuel avec un grand A et relatif avec un grand R, le mot sacré n'est pas présent pour autant. Mais en tout cas, bref, ce qui est sous-jacent à cette réflexion, en tout cas que j'ouvre, c'est pour moi en tout cas, c'est la notion de relativisme culturel et de charge culturelle qu'on va donner un sens à une sémantique, et donc le sens que le mot sacré a de façon implicite dans notre culture, et qui n'est pas forcément présent dans d'autres cultures, que ce soit d'autres cultures occidentales auparavant, dans le passé, ou d'autres cultures autour de nous. C'est-à-dire que le sacré, le concept de sacré ou le mot sacré, peut-être qu'il n'existe pas chez des peuples premiers ou d'autres peuples qu'on va appeler qu'on va appeler, parce que l'expression est jolie, donc je vais l'employer, d'autres peuples primordiaux, parce que leur regard sur le monde est teinté de sacré sans qu'on ait besoin d'utiliser le mot sacré.
Donc voilà. Mais en tout cas, ne soyons, en tout cas, soyons conscients de nos conditionnements et des implicites dans lesquels on évolue. Le 08 92 23 95 20. Donc, Ça blague pas ce soir. non, hein, tu vois. Alors, toujours Platon, hein, donc, désigne, ça aussi, puisqu'on parle du sacré, c'est peut-être ça qui est sacré aussi. Euh, Sacré comp- quoi d'ailleurs? oui, sacré Platon. Platon désigne l'éveil de la conscience mathématique par anamnésis ou souvenance. Qu'est-ce que vient faire Platon et cette phrase au sein de la géométrie des fleurs ou la perfection de ces fleurs, hein, de cette géométrie sacrée? Pourquoi Platon désigne-t-il l'éveil? Est-ce que tu peux répéter la question ou en tout cas me dire la page parce que comme j'étais en train de faire de la langue des oiseaux sur sacré et sacré, j'étais en train de me dire sacré quoi? Et voilà. Oui, page 135 Et du coup, on toujours. revient à la nature qui crée ou la nature créatrice. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc Donc, 135, oui. ouais. Donc, alors, où, On je n'a sais pas pas, beaucoup mais avancé dans l'article sur les fleurs, hein. mais oui, non, mais on en revient à Platon qui est toujours là, hein, Hmm. et on finira, je pense, à un moment donné par le mythe de la caverne, qui est extrêmement intéressant. Platon désigne l'éveil de la conscience mathématique par anamnésis ou souvenance. Ah oui. Et donc, ouais. Oui, bah du coup, on revient à un oubli. S'il y a une souvenance, c'est qu'il y a un oubli. Si on raisonne en yin ou en yang. S'il y a une souvenance, c'est qu'il y a un oubli. Et donc, en tout cas, en creux, il y a la suggestion qu'il y a un oubli fondamental ou une amnésie qui s'installe. Et donc, quand on sort de l'amnésie, donc anamnèse, hein, amnésie, anamnèse, donc quand on sort de l'amnésie, on est dans la souvenance, on est dans la remémoration, et donc on est dans la conscience. On est avec quelque chose qui monte à la conscience. Ouais, et en même temps, il parle de conscience mathématique. Oui, l'éveil de la conscience Ouais, mathématique est une souvenance. ouais. L'éveil de la conscience mathématique étant donc des retrouvailles avec une conscience. Donc il y a vraiment cette notion de miroir dans la contemplation de la nature et de cette souvenance, quelque part de... De renouer avec quelque chose qu'on a pu oublier et qu'on a pu oublier par rapport à notre éducation, par rapport à la conscience ordinaire, par rapport au vulgum pecum, et voilà. Alors j'ai À plein de... l'aliénation du quotidien. J'ai pris plein de petites notes qui, pour moi, sont peut-être des phrases comme ça, comme celles que je viens de donner, mais qui, je trouve, ont leur importance. Souvenance du merveilleux à travers un schéma ou pattern, donc reconnaissance, ce qui donne sens. Donc il y a besoin aussi, en même temps, de donner du sens à travers l'observation de ces différents Oui, et puis patterns, de même si l'agencement. on continue à refaire de la langue des oiseaux sur reconnaissance, donc connaissance, donc naissance avec, ou en tout cas, Renaître à nouveau. oui, ou en tout cas, le co étant avec, quoi. Donc il y a toujours cette idée de lien, cette idée de, je voudrais dire, partenariat, quoi. C'est-à-dire, c'est l'observateur actif. Donc dès que vous avez le mot co, euh, on est avec, on est ensemble, et donc ça souligne cette contribution fondamentale de l'observateur à ce qui est observé, et réciproquement. Et donc on est, si on peut faire un peu de sémantique quantique, dès qu'il y a le mot co qui se pointe, ça vient réinstaurer un des fondamentaux du quantique, qui est donc l'interaction entre l'observateur et l'observé. Donc cette... bah ouais, non mais... Encore une fois, hein, dans cette notion de reconnaissance, la souvenance du merveilleux à travers un schéma ou un pattern. La beauté et l'équilibre d'une fleur sont les rappels les plus naturels et les plus répétitifs des lois de l'ordre mathématique et spatial. On parlait de lois, hein, tu mentionnais qu'il y a des lois qui régissent cet univers, en tout cas manifesté. Et que prendre conscience que nous sommes nous-mêmes régis par ces lois. Alors après, qu'importe les différentes lois, il y a toutes sortes de lois, alors les lois primordiales, certes, mais en même temps de nous sentir, ce qui est déjà beaucoup, que nous sommes interreliés à travers le fait de s'ouvrir à ces lois et de reconnaître ces lois. Et comment mieux reconnaître ces lois qu'en observant
ces différents patterns, cette Et nature. et en prenant conscience. Parce qu'à partir du moment où on en prend conscience, on peut choisir de les respecter ou de les transgresser. Mais aussi on peut choisir de les cultiver, ou surtout on peut choisir de les cultiver au sens comme quand on arrose un jardin, qu'on en prend soin et qu'on les entretient et qu'on les magnifie en quelque sorte, ou qu'on les fait grandir. C'est-à-dire que pour aller peut-être un cran plus loin par rapport aux choses dont on discute depuis tout à l'heure, ou qui viennent affleurer en surface régulièrement sur le fait que nous sommes tous reliés, hein, et ainsi de suite, si on va au bout de la vision politique ou de la pensée politique associée à ça, si nous sommes tous reliés, automatiquement, ça induit des choses en termes de responsabilité, ça induit des choses en termes de conduite individuelle et d'action, de comment on se comporte par rapport au collectif. Et c'est pas tant en termes de contraintes, c'est plutôt en termes d'opportunité de pouvoir agir de façon constructive ou constructale par rapport à son prochain ou à ses prochains. Ce qui donne du sens en même temps. Je reprends une citation de Krishnamurti qui nous dit: Si vous perdez le contact avec la nature, vous perdez le contact avec l'humanité. Ah mais de toute façon, Critchlow là dans son texte, Krishlo, il parle de tout le monde Azazéphane. là, il parle de Goethe, il est de Platon et il y a Krishnamurti. Bon, il y a aussi Bruce Goodwin, mais ça c'est autre chose. Brian Goodwin et ouais, il rassemble large. On revient aux Grecs. Décidément, ils sont partout. Chez les Grecs anciens, donc, dans la nature, la symétrie C'est et eux qui le... ont pris la présidence de l'Europe là d'ailleurs, je tiens à le signaler depuis le 1er Ouais, janvier. ça y est. Ça va pas être triste au niveau Ouais, économique, moi je vous le dis. c'est clair. Alors, il y a un auditeur qui est en attente, hein, mais juste pour moi, l'occasion de faire la transition pour te donner la parole, bah, il y en a même deux. C'est Alors, du coup on peut dire bonne année chez les Grecs, mais c'est un autre problème. où j'en suis? Il y a une symétrie t'as une symétrie de type 2 là au niveau de ton standard. Ah oui, oui, effectivement, symétrique. Chez les anciens Grecs, donc, dans la nature, la symétrie est le support primaire des nombres archétypes, formant un pont entre des principes intelligibles et le monde des sens qu'ils produisent. Alors j'ai trouvé ce propos, hein, magnifique, puisqu'on parle des nombres archétypes, et comme quoi cette symétrie dans la nature est le support des nombres archétypes. Et si les archétypes sont là pour nous donner un sens, et nous permettre de porter sens sur le monde, entre guillemets, réel, tangible, et de tout ça dans le rapport ou dans le vouloir donner un sens Oui. à cette Par nature. rapport à ce que tu dis, du coup, par rapport à l'effet miroir que tu pouvais évoquer, si on retourne le miroir, le fait de contempler les fleurs, ou de contempler des arbres, ou de contempler des visages, nous permet de connecter avec les archétypes de ces chiffres-là. Et, euh, et voilà. Du coup, on va avoir une question. Oui, avec Azor. Azor, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Azor. Bonsoir. Alors je vous appelle parce que vous avez une certaine révolte contre le mot sacré qui n'a rien à voir avec la religiosité. Ce mot sacré porte en lui l'adage suivant. C'est celui du respect et du fondamental. Voilà ce que... Alors bon, je me prends un peu au sérieux parce que évidemment j'ai étudié la chose et comme vous, j'étais très intrigué par le mot sacré. Et en réalité, comme il s'agit de géométrie, cette géométrie a pour but, évidemment, de révéler énormément de choses au niveau humain, alors qu'il est apparenté au verbe. Et le verbe a, effectivement, s'il n'est que le vocabulaire, l'homme ne fera rien qui puisse nuire à sa vie. Par contre, s'il connaît ce second verbe, qui est le nombre, eh bien, si sa sagesse n'est pas assez grande, il fera son malheur. Et c'est ce qui se produit actuellement. La géométrie dite sacrée, c'est parce qu'elle doit être respectée par les sages qui la pratiquent, et avant de déterminer quel est le sage qui pourra avoir cette révélation, de nombreuses épreuves seront soumises à ces hommes qui cherchent comme vous la vérité.
Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, et en tout cas, les éléments premiers que vous avez pu donner, moi, me semblent primordiaux, quoi, hein, tout simplement. Respectabilité ou respect est fondamental, et du coup, je pense que c'est deux items ou deux caractéristiques qui permettent de répondre à la question que nous avons évoquée, ou en tout cas au questionnement que nous avons pu avoir à l'antenne avec Laurent, sans avoir potassé le sujet comme vous l'avez fait de votre côté. Et moi, en tout cas, à titre personnel, je vous remercie de votre appel et de nous avoir fait partager ça. Voilà. Merci, frère humain. Au pluriel, hein. C'est-à-dire que Laurent pratique beaucoup la liaison Malta-propos. Et c'est un défaut qui m'amuse beaucoup chez lui, puisqu'il a tout de même un intellect apparemment qui s'intéresse à immensément de choses, car il touche tous les tribus pratiquement de la pensée humaine. Mais il est étrange qu'avec les liaisons, il n'ait pas de mariage possible Parce qu'il est très mutin. avec l'intellect. Et en même temps, Voilà. c'est inconscient, donc voilà, ça fait partie de mon charme. Oui, mais ceci dit, ça n'empêche pas à son cœur de ne pas trébucher, et s'il trébuche, eh bien l'autre jambe le rattrape. Merci beaucoup, Azord, ça me touche. Je vous remercie, je vous dis bonsoir pour ce sacré fondamental à respecter. Exactement. Au revoir. Au revoir, Azord. Le 08 92 23 95 20, Stéphanie avec nous. Stéphanie, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Je souhaitais participer. Je vous écoute depuis le début de l'émission. Je vous remercie de nous la distribuer. Et je voulais partager avec vous un moment de ma vie où en fait j'étais dans mon jardin, où j'ai une vue assez particulière sur l'horizon. Donc j'habitais ici déjà depuis quelques années. Et en fait, un jour j'étais face à l'horizon comme ça et j'ai eu une perception du lieu qui a été tout à fait différente de ce que j'ai jamais ressenti. Si vous commencez à nous faire des N2 dans le jardin, on va jamais s'en sortir. C'était juste absolument magnifique. Super. J'ai eu une connexion profonde avec l'endroit, et en fait ça a été le début d'une ouverture pour moi, parce qu'à ce moment-là j'ai réalisé que l'Éden ça pouvait être ici, puisqu'on vit dans un monde assez dur. Et juste pour revenir à ce que vous nous disiez au début, cette expérience que vous commencez à nous évoquer, au niveau, ça s'est passé avec le soleil qui se couchait ou qui se levait, ou c'était à quel moment au niveau de la lumière et du soleil de la journée? Alors bon, ça date d'environ 2 ans, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour moi depuis. Mais de vous écouter ce soir avec la symbolique des fleurs, ça etc., m'a rappelé ce moment. Donc c'était en pleine journée, hein. C'était en pleine journée, une belle journée avec une belle lumière. Et effectivement, ça a été pour moi une prise de conscience d'un décor, d'un cadre dans lequel j'étais, et puis je dirais d'un mental à côté de ça, qui était aspiré par un certain nombre de choses, comme le sont tous les gens de notre société, hein, les humains, les informations, le travail, les factures, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans cette conscience-là, à ce moment-là précis, je me suis dissociée en fait du film de l'humanité, et j'ai eu une reconnexion profonde aux éléments, tout simplement, à la nature, et ça a été pour moi le début. Enfin voilà, ça a commencé comme ça de mon côté, parce qu'effectivement j'ai réalisé que on parle d'un paradis éventuellement après la mort, mais qu'en fin de compte j'étais dans un cadre qui était absolument beau, quoi, et qui de fait il y avait un déséquilibre entre la façon de vivre qu'on avait et le cadre dans lequel on évoluait. En tout cas, si je peux juste vous interrompre une seconde, ce que je retiens, c'est que du coup la nature et la lumière, puisque je revenais sur une des phrases qu'on avait pu lire à l'antenne il y a quelques minutes, la nature et la lumière ont du coup été à la base de votre éveil de conscience, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Simplement ces éléments-là, quoi. J'ai retrouvé plusieurs choses dans ce que vous avez partagé ce soir, notamment, alors je m'excuse, hein, j'ai pas eu le temps de bien retenir les propos, mais cette
faculté de discernement par le fait d'entendre, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une voix à l'intérieur, mais ça s'inscrit comme une voix qui impulse une action, une envie dénuée d'une pensée, c'est-à-dire voilà, c'est relié directement avec l'intérieur et ça impulse une dynamique. Effectivement, par la suite, maintenant, c'est des choses que moi j'expérimente quotidiennement, entre autres. quasiment. Et je suis contente que parce que là, j'ai pas pu bien suivre parce que j'avais le téléphone qui était lancé, donc j'étais en attente, donc j'avais l'attention qui était découpée en deux entre la prise de parole et puis le fait de continuer à vous écouter en direct. Mais j'allais vous poser la question du sens justement, quand on ouvre son cœur et quand on commence à avoir une perception comme ça des choses. Moi, j'en étais arrivée à me demander mais quel est le sens au final de se retrouver dans une société à ce point qui court dans l'oubli et on se retrouve avec des êtres qui prennent une certaine conscience. Voilà, donc il y a un delta entre la société et la masse des gens et les perceptions voilà, qu'on peut avoir. Pour reprendre peut-être ce que j'ai pu dire tout à l'heure, puisque ce que vous dites en tout cas m'évoque cela. Quand vous parlez de la masse des gens et de notre société et ainsi de suite, d'où le péril de la distraction, parce que quand on est dans la distraction, quand on est dans la précipitation, on n'est plus à l'arrêt, on n'est plus en train de regarder ce qui se passe autour de nous, on n'est plus en train de regarder les choses, on n'est plus en train de regarder ce qui est là, puisqu'on est dans la distraction. On pourrait dire comme ça des choses un peu gênantes de notre époque, ça serait la distraction, la confusion et la précipitation, qui seraient trois forces qui peuvent venir entraver la structure ou l'éveil. Voilà. Parce que quand tout à l'heure, quand Laurent disait que, en citant une partie du texte, où dans les fleurs, il y avait donc les nombres archétypes qui s'inscrivaient à travers les principes ou les symétries de type 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, que je lui répondais que du coup le fait de contempler ces fleurs permet de connecter, enfin de toucher les nombres archétypes qui sont sous-jacents à la manifestation matérielle ou végétale en tout cas. Si on retourne le miroir à nouveau, c'est Goldorak hein, là, au niveau de la façon dont le fauteuil tourne dans tous les sens. Si on retourne le miroir et qu'on connecte avec les sciences cognitives, on a cette histoire des neurones miroirs qu'on a dans le cerveau. Et donc de contempler les fleurs ou contempler la nature, contempler l'ordre sous-jacent, contempler l'harmonie qui s'imprime en nous à travers notre système perceptif qui est celui du regard, et bien du coup on fabrique de la structure au niveau de notre cerveau. C'est-à-dire qu'on réduit la confusion, on réduit le bruit. Oui. Via l'entremise des neurones miroirs. Voilà. Et donc c'est assez, moi je trouve en tout cas passionnant ou faramineux de faire ces connexions entre ce que peut nous évoquer des traditions philosophiques et en même temps des connaissances ou les dernières connaissances ou en tout cas la pleine compréhension ou l'intégration des connaissances que nous apporte la science moderne, occidentale, matérialiste, biologique et ainsi de suite, et simultanément ce que vous nous racontez via votre témoignage, c'est-à-dire une expérience directe d'une connexion avec l'ordre naturel, avec la nature, dans l'émerveillement qu'elle constitue dans ces dimensions, et qui s'ancre en nous en termes d'expérience qualitative. Et j'ai envie de vous dire, on en fait quoi après? Ah, excusez-moi. Eh ben, mais vous avez votre raison, votre question est super bonne. Et ça. Ouais, c'est parce qu'en fait ça coupe, donc je non, regarde en même temps à l'image, mais il doit y avoir un décalage, donc j'avais l'impression de. Non, mais votre question est super bonne, et c'est ce que je pouvais évoquer tout à l'heure avec une notion de responsabilité, c'est-à-dire on en fait quoi, mais on en fait ce qu'on en veut. Ça donne du sens. Bon, on en fait ce qu'on en veut, c'est-à-dire que du coup ça nous met par rapport à une responsabilité, enfin par rapport à une liberté, et par rapport et donc cette liberté, elle s'exerce vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, vers du rouge, vers du bleu, peu importe, mais en tout cas ça nous met face à une liberté qui est, et maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup on l'exerce cette liberté, et du coup on a la responsabilité des actes que l'on fait, et du coup avec la conscience
moi j'ai l'impression que tendanciellement, du coup, ça oriente vers une certaine type de comportement, quoi. Voilà. Alors vous aujourd'hui, vous avez une certaine position entre guillemets, mais enfin je veux dire voilà, vous avez fait des études, vous organisez des choses, mais quand on est dans un milieu, je dirais modeste n'est pas le mot, enfin je veux dire moi Mais par exemple, je vais vous relater peut-être c'est un élément de réponse, hein, ce que je vais vous dire là. Je vais vous relater une anecdote ou en tout cas des réflexions comme ça qu'on pouvait partager par exemple avec Marion Kaplan, la personne qui s'occupe des congrès quantiques et qui est aussi célèbre conseillère en nutrition. Vous pouvez préparer le repas machinalement ou en tout cas en faisant votre pâte à crêpes ou en faisant, je vais prendre des plats basiques exprès quoi, hein, une mayonnaise, une omelette, voilà. Et vous pouvez aussi faire les mêmes gestes, passer le même temps, casser le même nombre d'œufs ou mettre les mêmes ingrédients dans les mêmes proportions, mais en regardant cela avec une intention ou avec une conscience dans un premier temps par rapport à ce que vous faites, en étant en pleine conscience, la fameuse pleine conscience, et simultanément avec une intention particulière, ou en tout cas avec un état qui va être présent en vous pendant le temps où vous faites cette action-là. Et bien vous êtes en train de faire les mêmes choses et pourtant tout est changé. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour ça, ou il n'y a pas besoin d'éditer des bouquins pour ça, etc., etc. Vous comprenez ce que je... oui je comprends, oui je comprends, Voilà. je comprends très bien. C'est-à-dire que du coup, si on pousse l'idée au bout par rapport à ce qu'on pouvait évoquer à plusieurs reprises, désolé j'y reviens, mais c'est ma marotte de mon début d'année sur nous sommes tous reliés, du coup, bah, là ici à 2h du mat sur Radio ici et maintenant à Paris, j'ai envie de vous dire merci pour la mayonnaise que vous avez fait il y a 3 semaines et qui était chargée d'intention. Enfin vous voyez, puisqu'on est tous reliés quoi. Ok. Donc en soi, en fait. Mais ça a été possible parce qu'il y a eu quelque chose Tu fais exprès de la couper, qui est en fait. venu à vous. Il y a quelque chose qui est venu à à vous dans votre jardin un jour, il y a 2 ans. Il n'y a pas de but en soi, il n'y a pas quelque chose à en faire si ce n'est que d'en jouir tous les jours. Ah oui, c'est sûr qu'il faut s'en régaler, ouais. Voilà, mais voilà, je veux dire, après, comme un certain nombre de gens ne sont pas encore sensibles à ça, n'oubliez pas les neurones miroirs. Je dois moi kiffer ma vie et être tout simplement, et ça suffit à balancer à l'univers, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Mais ça balance pas que sur l'univers, puisque par l'entremise des neurones miroirs, ça rayonne sur tout le monde. Allô, Stéphanie? Oui, excusez-moi, c'est que ça coupe en même temps. Vous avez entendu là ce que je pouvais vous dire sur les neurones miroirs? D'accord. Donc je disais, par l'entremise des neurones miroirs, automatiquement, les personnes qui vous observent sont entremêlées avec vous, sont enchevêtrées avec vous. Il y a une interaction. Oui, j'écoute. Voilà, ok. Là, ça y est, vous avez répété, j'ai entendu, oui. Super. Est-ce que par exemple des fois vous devez en emmerder quand même des gens, quelques-uns, le fait que vous soyez comme vous êtes, que vous ayez cette liberté, etc. Vous rayonnez quelque chose qui veut dire beaucoup de choses pour un certain nombre d'entre nous, mais qui pour certains d'autres pas du tout. Comment est-ce que vous vivez avec ça aujourd'hui là-dedans, c'est-à-dire c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Oui, moi, ce que je peux vous répondre, c'est que je vais vivre ça comme tout le monde, en fait. Je ne le vis pas d'une façon particulière. Je le vis comme tout le monde, ou je le vis comme chacun. C'est la réponse. Ça peut, à mon sens, c'est la réponse la plus honnête que je peux vous donner. Vous voyez, c'est-à-dire que on peut avoir des moments où émotionnellement on peut être un peu énervé, on peut avoir des moments où émotionnellement on peut être un peu agacé au sens impatient, enfin différents états de conscience sont possibles, hein, au niveau toujours pareil de cet éventail des choses que votre organisme ou que votre corps peut ressentir. Et donc l'un n'exclut pas l'autre, hein. C'est dans ce sens-là que je vous dis que je vais vivre ça comme chacun, vous voyez. Et après, mais après chacun fait ce qu'il fait quoi. Et donc moi
par exemple, ça me fait penser à la grande époque, dans les années 80 aux États-Unis. Ça, c'est des anecdotes que j'ai pu. C'est lié à des échanges avec Eric Pigani ou des choses comme ça, parce que comme il est spécialisé sur tout ce qui est psychologique et conscience et machin, donc du coup, c'est une encyclopédie vivante. Donc, à la grande époque des tests psy fondés sur le QI pour détecter ou chercher. On est donc sur une approche quantitative, hein, pour chercher les personnes les plus intelligentes. Ben, à un moment, et ben en fait, ce qu'ils ont mis en évidence, ou ce à quoi ils ont abouti, c'est que il y avait un mec qui avait un QI de folie, mais il était pompiste il était pompiste dans une station-service. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément à avoir de sens par rapport à ça, c'est juste que c'est comme ça. C'est-à-dire que selon un certain critère qui était celui du QI, par rapport aux batteries de tests qui avaient été fait passer à des quantités de personnes, la personne qui sortait du lot le plus n'était pas un ministre, n'était pas un président, n'était pas un prof de fac, était quelqu'un qui était un anonyme et qui foutait des galons d'essence, de gazole dans les voitures quelque part sur la route 66. Okay. Et donc ce qui fait que par rapport à l'éveil, par rapport à la connexion à la nature, ou par rapport en tout cas à l'émerveillement que vous pouvez ressentir au niveau de l'environnement du cosmos et ainsi de suite, cosmos terme grec, si on revient à notre cher Laurent, et ben ça peut se passer à n'importe quelle échelle, y compris à la vôtre. Vous voyez les éléments de réponse que je peux vous donner? Voilà. Il n'y a pas forcément à hiérarchiser les choses. C'est pas tant en fait dans la hiérarchie, mais ça c'est aujourd'hui avec votre connaissance, vous gravitez dans un milieu avec des gens qui vous ressemblent et qui interagissent avec vous, vous apportent, vous nourrissent, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand c'est pas forcément mon cas moi aujourd'hui par exemple, vous voyez, donc pour le coup je sais pas, bon, je suis quelqu'un j'aime la vie, je n'ai pas peur des gens, donc si vous voulez, à un niveau plus basique, dans une petite ville, etc., quand vous êtes dans cet état de conscience-là, au milieu de gens qui, et voilà, voilà, donc où je sors, si j'ai pas bu, on va me prendre pour quelqu'un de défoncé ou qui vient de parce que du coup être dans un état joyeux et communicatif avec les gens mais sans pour autant être déluré, je veux dire, mais c'est-à-dire simplement être là sans être à chercher dans le paraître ou mais être avec les gens et les capter, voilà. Donc si vous vous défoncez pas aujourd'hui quand vous sortez faire la fête, alors ça paraît pas forcément normal, et quand vous rentrez dans un lieu public, un bureau de poste, et que les gens sont coincés et que vous dites bonjour, voire bonne année, simplement, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est tout ça qui est un peu en décalage, c'est-à-dire qu'à un moment donné on rayonne dans quelque chose et on est entouré de gens qui sont pas du tout sur cette longueur d'onde là, quoi. C'est-à-dire il y a une sensation de décalage. Oui, mais complètement. Enfin, je veux dire, puis c'est là que je vous disais quel est le sens. C'est-à-dire, est-ce que, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans une vie privée, à la limite, en tant que femme. Enfin, je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai pas d'homme dans ma vie parce que j'arrive à être trop, quoi. Ça veut dire que c'est pas possible, quoi. Ici, je vous propose de retourner les éléments que vous avez pu évoquer à l'instant. Qui nous dit que la petite interaction ou l'interaction la plus insignifiante qui a pu avoir lieu dans les 2 ou 3 dernières semaines dans votre petite ville moyenne, de votre petite vie que vous avez pu nous évoquer là, par rapport à ce que vous nous avez dit, hein, simplement sur ce que vous nous avez dit, n'aura pas une conséquence fondamentale dans 10 ans. Si vous voulez, sur ça, moi, je le ressens plus que je l'entends. Mais je veux dire, moi, en tant qu'être, je suis là quand même aussi pour partager, pour recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je fais mon chemin, j'ai affronté mes peurs, j'ai passé un certain chemin pour arriver à cette liberté, mais à un moment donné,
Euh... ouais, je sais pas comment vous voyez ce que je veux dire. Moi, ça me fait penser Euh, au NDE par rapport quand on disait des personnes le vivaient mais n'en parlaient pas. Et à un moment, on en parle et du coup, ça devient public ou en tout cas, ça devient moins confidentiel. Et en ouais. fait, il apparaît que beaucoup l'ont vécu. Et donc, par rapport à ce que vous nous racontez, peut-être que dans votre ville moyenne, vous êtes loin d'être toute seule. Je dis peut-être. D'accord. Enfin, je comprends et je vous remercie. Hein, je comprends très bien ce que vous me dites, mais ce que je veux dire, c'est que même si on avait trois autour de chez moi, je les rencontrerais ou peu importe. J'ai même pas besoin de rencontrer ces gens-là spécialement qui me ressembleraient peut-être un peu plus. Dans l'absolu, je suis très content de rencontrer les autres, mais si vous voulez, c'est dans les faits de je donne, je reçois. C'est ça, vous voyez, le sens de la vie quelque part. Le partage. C'est aussi je donne, je reçois. Donc je cherche pas spécialement à rencontrer que des gens qui soient qui aient vécu des expériences particulières, mais c'est de sentir, oui effectivement c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de sentir sur l'instant quelle utilité ça a, quoi. C'est-à-dire que pour arriver et pour maintenir cet éveil et ce cœur, ça demande quand même perpétuellement un chemin. Parce qu'on n'arrivera jamais au bout, et en tout cas c'est ma perception aujourd'hui profonde. Mais le sens aussi de ce chemin-là, c'est aussi quand même de... alors, j'étais arrivée à ressentir ça hier. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que dans l'absolu, il n'y aurait pas que cette profonde connexion, cette espèce d'habitation de paix quand on est dans le tout, quoi. C'est-à-dire qu'on a passé le silence, on a passé, voilà, on est au milieu de tout et rien n'a changé, et pourtant on est traversé de plein de choses, quoi. Est-ce que c'est ça entièrement en fait Peut-être, la récompense au chemin, peut-être, plutôt parce que que de recevoir une vraie richesse parmi les hommes, quoi. C'est ça en fait ma question, mon questionnement. peut-être, mais en tout cas, fondamentalement, ou de façon respectable et fondamentale, euh, comme on a pu le dire à plusieurs reprises, et comme en tout cas on est nombreux à le répéter un peu bêtement, mais enfin automatiquement, mais c'est comme ça. Ce qui se passe individuellement pour vous participe de quelque chose de collectif. Et c'est pas participe intellectuellement, c'est que fondamentalement, ce qui se passe pour vous individuellement est en résonance avec ce qui peut se passer pour d'autres quelque part, que ça soit loin ou proche, et simultanément ce qui se passe pour vous euh, participe d'une interaction avec le tout autour de vous, Ouais, je comprends. qu'on le voit ou pas. Ouais, je comprends. Et c'est là où on rentre sur des choses qui sont liées à l'inconnaissable ou à l'indicible ou à quelque chose qui peut être au-delà de nous, comme vous-même vous avez pu l'évoquer. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que de toute façon, fondamentalement, c'est comme ça. Enfin, je pense que, je ne voudrais pas monopoliser trop longtemps Il l'antenne, te hein, reste 3 minutes mais grand maximum, je Stéphanie. pense que ce sera quand même... je suis un peu plus jeune que vous, parce que vous évoquiez l'année 80 tout à l'heure, donc j'imagine que je suis un peu plus jeune que vous. J'ai 35 ans, mais j'imagine, je ne sais pas quel était l'état passé au niveau de l'éveil de la génération de nos parents, par exemple, mais j'ai l'impression quand même que ça commence beaucoup à se soulever maintenant. Peut-être plus dans une certaine masse, mais j'imagine que ce sera quand même plus facile pour les générations à venir, s'il nous reste un bout de terre pour continuer à travailler l'éveil ou à le laisser grandir parmi les hommes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même noyé plus dans des gens qui ne sont pas du tout sensibles à ça, et je pense que ouais, ça sera, en tout cas je l'espère, beaucoup plus facile quand il y aura un nombre plus grand, plus affirmé, et aussi au quotidien, au travail, dans la rue, etc., de pouvoir... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, je pense qu'on voit tous très bien. Et juste le petit bémol que je voudrais dire par rapport à votre... enfin, en commentaire de ce que vous venez de dire, c'est déjà aujourd'hui vachement plus facile qu'auparavant.
C'est ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur la NDE. C'est-à-dire que dans les années 70, des personnes à qui il arrivait du NDE, c'était motus et bouse cousue. Avec les années 80, certains qui ont un peu, qui sont en mesure de ne pas se préoccuper du jugement de leur père ou de leurs proches, vont quand même ouvrir la bouche en disant mais regardez, il y a un psychiatre américain qui a collecté plein de témoignages et je suis pas un timbré à faire mon truc. Et 15 ans plus tard, on a en France même des services, enfin des personnes dans des services hospitaliers qui collectent les témoignages des gens. Donc on peut déjà dire que c'est plus facile aujourd'hui par rapport à avant. Et effectivement, par rapport à ce que vous dites en disant ça sera sans doute plus facile ou ça serait plus facile plus tard par rapport à aujourd'hui, sans doute. Et en même temps, en tout cas, moi je préfère penser à maintenant plutôt que penser à peut-être dans 4 ou 5 ans, quoi. Voilà. C'est au sens où l'enjeu c'est maintenant. Et Stéphanie a été coupée par la technique. Stéphanie, merci. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Paul. Paul, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Paul. Bonsoir Maxence, c'est un honneur de pouvoir échanger avec toi. Ah bah merci. Je t'en prie. Ça fait même du bien. Alors une question Paul. Allons-y alors. Une question, j'en ai pas vraiment... moi je me suis lancé en appelant, je vous avoue un petit peu comme on se lâcherait en parachute. Je sais que je vais atterrir, il y a un temps maximum, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Je me suis dit, vu la bonne ambiance, j'appelle. Sachant que, pour vous donner un peu le contexte, j'avais écouté un peu plus tôt dans le début de l'émission, et je vous avoue en toute simplicité que je m'étais un peu ennuyé. J'étais peut-être un petit peu exigeant, dans un moment d'exigence, et puis bon, je faisais plusieurs choses en même temps, donc je suis passé à autre chose. Mais j'ai la mémoire, sans qu'elle soit bien fidèle en vérité, mais j'ai la mémoire d'avoir goûté à des productions de Maxence Laillé, et la précédente auditrice parlait du sens, et franchement, merci quoi. Le peuple des connecteurs, cette idée de neurones miroirs, je maîtrise pas bien. De quoi s'agit-il dans l'interrelation avec ou simplement en pensant à quelqu'un, la science démontre aujourd'hui qu'il y a une connexion qui se voit au niveau neuronal qui fait que il y a une perception au-delà de comment dire, une perception à distance de ce que... C'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'ils ont identifié qu'il y avait des groupes de neurones au niveau de notre cerveau, des neurones qui sont plutôt en surface, quoi, qui vont s'allumer en miroir par rapport à ce qui se passe en face. Et donc du coup, c'est-à-dire que même si on ne fait pas l'action, on a une activation des zones cérébrales, on a une activation des circuits neuronaux associés à certaines actions par rapport à ce qu'on observe. Et donc, d'un point de vue évolutif, par exemple, ça permet du coup d'être en état d'alerte si les mouvements qui se passent en face sont plutôt des mouvements que implicitement ou inconsciemment on va détecter comme étant des mouvements d'agressivité envers soi. À un niveau d'apprentissage, quand on est un organisme jeune, ça permet du coup, en observant, en étant assis, qu'on soit un guépard ou un enfant aborigène, de pouvoir assimiler l'engrenage mécanique, ce qu'on va appeler par exemple la biomécanique, des mouvements que le corps fait en face de vous. Donc quelqu'un qui a vachement bien raconté ou documenté les neurones miroirs dans toutes leurs dimensions, et notamment par rapport à des études assez poussées sur les neurones miroirs, poussées dans le sens où les personnes sont immobiles de chez immobiles, ou sont presque inconscientes de chez inconscientes, et pourtant il y a des choses qui se passent en face, et c'est les neurones en question qui se mettent en branle, dans le fait de penser à quelque chose et pas simplement de voir quelque chose. Enfin vous voyez, ils ont poussé comme ça les limites de la dimension abstraite de ce que les neurones miroirs sont en mesure de percevoir, hein, d'activer. C'est Lynn McTaggart dans son bouquin sur le lien quantique. Voilà. Donc il y a un chapitre entier dédié à ça dedans,
Et de ce que j'ai pu lire, c'est le plus complet que j'ai vu en termes de rassemblage, enfin recueil et récits scientifiques sur ces dimensions-là. Voilà. Et y a-t-il une activation des neurones miroirs chez un sujet qui serait en relation, on va dire, de pensée, de son point de vue, pensant à quelqu'un d'autre? De mémoire, il me semble que oui, ouais. Donc ça veut dire que là, il y aurait donc une activation de neurones miroirs sans qu'il y ait une perception directe, soit visuelle, soit auditive, Exactement, ouais. soit tactile. Donc Ouais, quelque chose de l'ordre de la télépathie inconsciente, en fait. Oui, c'est-à-dire d'ailleurs, je pense que si Sheldrake je sais pas s'il s'est approprié l'ensemble du corpus des connaissances scientifiques qui existent sur la notion de neurone miroir, mais par rapport à la fameuse expérience qu'il propose sur le fait d'avoir la sensation de se faire observer dans le dos et ainsi de suite, dans ses perceptions extrasensorielles, pourrait-on dire. En tout cas, la portée des neurones miroirs, au niveau de ce qui a été documenté par les études, vient apporter un cadre d'explication de mon point de vue assez plausible au phénomène qu'il a documenté, quoi. Voilà. D'accord. J'aimerais ajouter aussi que j'étais sensible à la voix et donc l'âme, j'ai envie de dire, que je percevais de l'auditrice précédente. Respect aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Je crois que tous on est du même avis, ouais. Le respect est fondamental. C'est puissant, l'esprit. Et l'être aussi. Oh oui. Autre chose, Paul? Oui, peut-être autre chose. Est-ce que Maxence, tu as eu l'occasion de croiser des gens qui ont des perceptions, comment dire, dans le champ de conscience visuelle, des artefacts lumineux se surimpriment à la réalité objectivable pour moi, depuis des années. Tu as déjà côtoyé ce genre de phénomène? Ouais, j'ai pu en croiser 3-4 personnes, ouais, qui sont de cet ordre-là. Parce que si vous voulez, par rapport à ta question, Paul, ou à votre question, il y a plusieurs aspects. C'est que, premièrement, on est donc dans un cadre de personnes qui vont avoir des perceptions étendues, qui sont en mesure de voir des choses ou de percevoir des choses, on va dire de percevoir des choses en plus de ce que l'on va percevoir communément. Et dans ces profils de personnes, on va avoir celles où ça se traduit par des perceptions visuelles. Alors chez moi, c'est visuel, auditif, tactile et mental. Donc tu es dans le cas de figure que je trouve extrêmement intéressant et sur lequel il y a eu on va pas forcément dire un changement de paradigme, mais en tout cas un changement culturel dans l'approche depuis 15-20 ans, qui est faramineux, qui est prodigieux, c'est la notion de synesthésie. La synesthésie, c'est la façon dont on connecte au niveau de notre cerveau, on interface ensemble, on relie ensemble nos différents sens. C'est-à-dire la synesthésie, c'est le fait d'entendre un son et d'avoir par exemple un goût métallique sur la langue. En tout cas d'avoir une perception gustative dans la bouche par rapport à quelque chose qui passe par l'oreille. On va voir quelque chose et en même temps qu'on va le voir, quelque part, c'est comme si on avait une sensation tactile qui était là. Donc ça, c'est des illustrations du phénomène de synesthésie, c'est-à-dire une espèce de perception holistique, multisensorielle, multimédia, d'un signal qui arrive, un signal visuel qui est perçu aussi ou qui est également traduit par une perception olfactive, gustative et tactile, par exemple. Okay. Tel que tu l'énonces, ça m'évoque comme une pollution d'un des modes de perception par un artefact sur un autre mode, en fait. Parce que je pense, c'est gare à ce jugement. L'histoire de la façon dont socialement la synesthésie est intégrée ou acceptée, des personnes qui raisonnaient comme ça il y a un siècle, on considérait que c'était des fous et on les internait. Après, on a tous les artistes du surréalisme et puis d'autres types d'artistes, en tout cas visionnaires ou éveillés, enfin peu importe, qui se délectent ou qui en tout cas invitent à élargir, à ouvrir le champ des perceptions, et donc du coup on appelle ça le piano à couleurs. Enfin c'est des objets un peu comme ça qui ont
émaillé l'histoire de l'art en termes de dispositifs un peu fous et utopiques que des artistes un peu branchés ont essayé de mettre au point, en bossant avec des ingénieurs, des inventeurs, des machins. Donc là, on est dans les années 1930, 1950. Avec les années 70 ou 80, en tout cas plutôt 80, la synesthésie commence à être envisagée comme une capacité extraordinaire. Et donc c'est l'époque où on va s'ouvrir au fait d'envisager les autistes comme étant des génies, avec les autistes savants, etc. etc. Donc on commence à valoriser des propriétés anormales ou des capacités anormales au sens différentes du commun, quoi, comme étant potentiellement des choses bien plutôt que des choses qui sortent de la norme, donc qui doivent passer au grill ou en tout cas qu'il faut dissimuler, quoi, qu'on doit refouler. Et avec les années 2000, hein, ou en tout cas récemment, depuis 15 ans, je dirais 10 ans, moi de mon côté, 15 ans maximum, mais c'est plutôt 10-15 ans, du coup la synesthésie ou la modalité synesthésique devient en fait quelque chose susceptible d'être un apprentissage et qui vient enrichir votre gamme de perception. Donc quand vous utilisez le vocable pollution, il y a un jugement qui correspond au jugement social d'il y a un siècle par rapport au phénomène. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les recherches en sciences cognitives qui s'intéressent à la synesthésie, elles sont plutôt en train de chercher à comment on peut susciter ça, comment on peut développer l'apprentissage de ça, comment on peut enrichir la gamme de perception, et donc, entre guillemets, c'est ça qui est sous-jacent, comment on peut canaliser cette ouverture de perception. Bon, moi-même j'ai vécu ça en fait comme une pollution pendant toute une période, je dirais, d'apprentissage où j'ai dompté ça en fait. Et c'est lié, dans mon point de vue, en tout cas au niveau du timing, c'est lié au fait d'avoir pris refuge dans le bouddhisme tibétain auprès d'un maître du nom de Shepa Dorje Rinpoche, un maître tibétain qui est arrivé en France il y a une dizaine d'années. Et ça m'a coûté une souffrance psychologique d'un niveau d'ordre supérieur encore à la maniaco-dépression que j'ai affrontée pendant plus d'une décennie. Donc je serais enclin à dire attention avec tout ça finalement, parce que bon, dans la relation de disciple à maître ou à tuteur que j'avais avec ce type, j'étais dans une relation de confiance qui a été déçue, et c'est pas seulement la confiance en lui qui m'a traumatisé, cette rupture de confiance, mais c'est également la rupture de confiance en beaucoup de choses, puisque se sont manifestés ces artefacts dans mes champs de conscience, donc lumineux pour le champ de conscience visuel, etc. Et ça m'a à la fois amené à élaborer des pensées intéressantes et à avoir des perceptions justes, y compris en termes de perception à l'avance par rapport à un événement à venir, mais également ça m'a, dans la confiance que j'ai accordée pleine et entière à ce que je me figurais être cette intelligence qui se manifestait à moi, qui faisait qu'un dialogue s'instaurait, hein. Je pourrais rentrer dans les détails si besoin. Eh bien, ça m'a amené dans le mur aussi, hein. Il n'y avait pas que des vérités ou que des trucs sensés qui sortaient de tout ça, mais également comme si j'étais l'objet d'une manipulation. Donc j'en ai souffert à un niveau qui est absolument impressionnant. Parce que j'arrive à dire que ça m'a fait beaucoup plus souffrir que la maniaco-dépression qui a duré une dizaine d'années, avec un cycle de 2 semaines où j'alternais entre des phases excitées et dépressives. Enfin bon, moi, dans mon contexte, je me figure que c'est lié à une intelligence externe qui a la capacité de percevoir ce qui s'élabore dans mon esprit et d'interagir avec moi à travers ces manifestations qui ne sont pas de mon fait, y compris sur le plan mental, quand une pensée n'émane pas de mon esprit naturellement, comme dans la logique du flot de mes pensées, hein, même s'il peut y avoir évidemment des sauts je ne maîtrise pas cette question complètement, ni par l'expérience, ni intellectuellement, mais quand même, je veux dire, il y a des moments où j'observe que la pensée est comme parasite, venant de l'extérieur. Oui, oui. Donc effectivement, par rapport à ce que vous dites, ça m'évoque plusieurs commentaires. Le premier, c'est un mot que vous avez employé, mais qui est sous-jacent au bilan, ou en tout cas aux enseignements que vous avez pu tirer de cette trajectoire d'expérience. Oui, c'était du Nyingma Dzogchen tibétain. Oui, c'est le discernement. C'est-à-dire du coup, que ce soit un discernement actif ou passif, que ça soit fondé sur la contemplation ou que ça soit fondé sur le questionnement. Mais en tout cas, la notion de discernement est essentielle, et notamment par rapport à ce que vous évoquez et qui me venait pendant que vous évoquiez vos différentes expériences ou l'enchaînement des expériences, c'est que
on peut tout à fait avoir des perceptions qui viennent de l'extérieur, ou en tout cas des perceptions qui sont une perception juste de phénomènes pouvant se passer autour de vous dans le réel, et on peut avoir des perceptions qui sont des projections de vous, ou en tout cas ce qu'on va appeler par exemple les hallucinations, ou c'est-à-dire que c'est le système nerveux ou le système perceptif qui c'est des signaux qui viennent de l'intérieur et qui se projettent sur l'extérieur, même si l'extérieur c'est celui de la rétine de l'œil, hein, mais qui naissent de l'intérieur et qui se projettent sur l'extérieur par rapport à d'autres types de perceptions où c'est l'extérieur qui vient s'imprimer sur l'intérieur. C'est-à-dire là par exemple sur l'écran de la rétine. Et donc ce qui fait que on peut tout à fait avoir les mêmes phénomènes en termes de perception, en tout cas des phénomènes apparents, c'est-à-dire ce que vous appelez un artefact visuel qui vient en surimpression, etc. etc. Oui. Et pour autant, il n'est pas du même ordre, puisqu'il n'est pas de la même origine. Dans un cas, il est endogène, dans l'autre, il est exogène, quoi, entre guillemets. Voilà. Et ça, c'est sûr que votre cas le souligne, je dirais, avec acuité. La notion de discernement devient essentielle, fondamentale, pour pouvoir se dépêtrer de ça. Et de ce que j'ai entendu, en tout cas, vous avez été en mesure de l'exercer. Oui, et en fait, je pense que c'est ce qui m'a amené à la guérison, c'est-à-dire que j'ai eu la nécessité de m'autonomiser dans mes perceptions et dans ce que j'en faisais, dans la solitude, et donc sans le support de la confiance qu'on accorde dans le maître, et donc sans le support du maître, en fait, que j'ai rejeté jusqu'à... Enfin, je passe les détails, mais c'est allé loin en termes de perturbation de l'esprit, très très loin. Je pensais pas que vivre un jour, ça d'ailleurs, hein, avoir le souhait de la mort de quelqu'un, c'est bizarre. Quelqu'un qu'on a pris pour maître en plus, enfin. Enfin, tout ça est très bizarre, parce qu'au final, c'est quand même un maître tibétain qui m'a menti devant l'ensemble de mes codisciples, qui s'est retrouvé notamment à m'étrangler chez lui, bon, sans me faire mal, hein, mais quand même, enfin, etc., etc., bon, enfin, et toutes les pirouettes psychologiques que ça m'a fait faire. Mais de toute façon, il faut... sur un autre plan, si on veut tordre le cou à certaines idées reçues, si on veut s'amuser à ça en tout cas, désolé pour l'analogie, le bouddhisme ésotérique tibétain n'est pas forcément pacifique. Alors c'est la question que je me pose, qui est fondamentale. Est-ce que ce type est-ce que ce que j'ai vécu trouve son origine dans la conscience de ce bonhomme, qui aurait donc un pouvoir authentique? Est-ce qu'il est pleinement éveillé? Est-ce qu'il est pleinement bienveillant? Ou est-ce qu'il est encore pollué par l'ego et avec donc des attitudes égocentrées, non clairvoyantes, enfin, et donc faisant du mal à autrui pour une part dans la conscience? Et qu'en est-il au final? Qu'est-ce que c'est que toute cette merde? Parce que pour moi, de mon point de vue, c'est autant une merde que le pouvoir politique en France, hein, c'est-à-dire c'est de la merde. Moi je pense qu'il faut toujours être vigilant par rapport au fait de généraliser. Okay. Et comme vous l'avez dit, il y a ce qui peut être lié à lui, il y a ce qui peut être lié au système, il y a ce qui peut être lié aux circonstances. Enfin vous voyez, il y a plein de couches à l'oignon, quoi. Mais oui. de la même façon, moi j'ai pris conscience de ça par rapport à des approches qui sont celles du tantra par exemple. Donc il y a le tantra tel qu'on va un peu se le représenter en culture générale, quoi. Puis après, quand on creuse un petit peu ou qu'on s'y intéresse, donc on peut rentrer dedans d'une façon très lettrée, docte, académique, en lisant des bouquins sur le sujet, machin. Mais plus globalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs tantras. Il y a des tantras blancs, il y a des tantras rouges, il y a du tantra noir, il y a différents tantras. Et donc du coup, le tantra qui est pratiqué en France, ou qui est en tout cas mis en avant, ou qui est privilégié ou médiatisé dans ce qui est donné à voir et à pratiquer, et ben c'est comme une lentille grossissante, si vous voulez. On va croire que c'est le tantra, alors qu'en fait c'est qu'une voie du tantra, ou c'est qu'une portion du tantra. Okay. Et ce qui fait que par rapport... J'aime tes mots, c'est bon ça. La vérité, que volent en éclat toutes ces manipulations de tous ordres. Voyons-y clair, hein, continue, je t'en prie. Ok. Et donc par rapport ce que j'évoque là concernant les tantras, où on peut avoir la même chose par rapport au bouddhisme tibétain, c'est-à-dire que j'entends qu'en tout cas on peut tout à fait être dans une forme d'angélisme concernant le bouddhisme tibétain,
Or, dans le bouddhisme tibétain, comme toute construction humaine, eh ben, il y a le pire et le meilleur, quoi. Et encore une fois, c'est parce qu'il y a des rituels qui existent, hein, qui sont pas clean. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont pratiqués ou exercés, mais en tout cas, ça veut dire que sur les 2000 dernières années ou sur les 1500 dernières années, puisque je crois que le bouddhisme tibétain, c'est vers les années 400 ou 300 que ça a commencé à se structurer du côté du Tibet. Pardon si bien sûr je dis un truc erroné. Alors moi je dirais que c'est ça, oui. Ok. Un coup de près, quoi. Ouais. Eh ben, donc voilà, il y a des approches, il y a des rituels qui. Excuse-moi, sachant qu'il y avait le Bön avant, donc. Hein. Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà, évidemment, il y a bien sûr, chamanisme mongolien. Ouais, bien entendu, et qui lui-même a ses racines chamaniques, etc., etc. Et donc, en tout cas, il y a différentes techniques et techniques au sens rituel, au sens dispositif, au sens enchaînement d'actes et combinaison d'ingrédients qui peuvent être constructifs, puisqu'on est en train de cultiver le jardin, ou qui peuvent être destructifs, ou en tout cas qui vont être privatifs, c'est-à-dire que soit on coupe des connexions, soit on s'accapare des énergies. Okay, et c'est la même chose au niveau de notre environnement autour de nous, c'est la même chose éventuellement par rapport aux médias modernes et aux médias électroniques, c'est la même chose par rapport aux phrases et aux mots qui peuvent déferler par rapport aux environnements médias autour de nous, vous voyez. Donc du coup, on se retrouve à naviguer dans ce fameux bruit de fond, ou en tout cas dans ces strates d'informations ou dans ces strates de signes qui viennent toucher notre système, viennent toucher notre système ouvert, qui viennent influencer notre être de façon positive, comme une tape dans le dos pour soutenir ou accompagner la personne en bienveillance, et notamment l'accompagner dans son autonomie, hein, si on fait le lien bien entendu avec le cœur de ce dont on discute à l'instant, et simultanément, et d'autres trucs qui par contre vont être comme des longes ou comme des laisses qui vont venir se nouer autour de vous pour fabriquer de la dépendance. Après, en fonction des situations, des circonstances et bien sûr des domaines de connaissances, on va appeler ça des addictions, on va appeler ça des névroses, on va appeler ça etc. etc. Mais ça correspond au niveau énergétique, si on raisonne en termes de processus, si on raisonne en termes de structure, à des phénomènes de dépendance. C'est-à-dire du coup où il y a du pouvoir qui est pris, de l'énergie qui est prise pour servir autre chose. Des sortes de mafieux. Voilà, et là on rentre sur des grandes expressions comme les mafias spirituelles, mais de la même façon qu'il y a les mafias spirituelles, il y a aussi des libératia spirituelles. Oui, et puis peut-être des académias spirituelles. Et puis peut-être au milieu de tout ça, des hackers bienveillants spirituels au milieu de mafias spirituelles, je n'exclus rien. Exactement, ouais. Et peut-être que je me suis fourvoyé dans mes... D'où l'importance, et je pense tous les deux on est pleinement, viscéralement en phase là-dessus, sur la notion sur le discernement et la responsabilité individuelle, quoi. Oui, la vérité, moi je dirais, la recherche de la vérité factuelle, l'authenticité du témoignage qu'on peut porter concernant nos vérités intérieures. Moi j'ai tendance à tout ramener à la vérité en fait, hein, parce qu'on peut dire il n'y a pas qu'une seule vérité. Allons, arrêtons des conneries. Il y a une vérité à un instant T de ce qui s'est passé dans le passé, de ce qui se passe dans l'instant, dont on peut témoigner. Oui, c'est vrai. Je pense qu'effectivement la notion de vérité factuelle, elle est cette notion de vérité factuelle pouvant inclure bien entendu la dimension abstraite de l'intention ou des choses comme ça. Hein. Mais la vérité factuelle est une notion intéressante. Moi j'aime beaucoup la notion de justesse aussi. Mais sans doute que la justesse, implicitement, elle fait référence à des lois méta-jacentes, quoi. Oui, je dirais que la justesse, c'est connecté à la vérité, mais à un niveau encore plus subtil. C'est la vérité spirituelle. C'est-à-dire une vérité, c'est la notion de transcendance. La justesse, par exemple, dans mon attitude, je pourrais me retrouver manquant de justesse, manquant de discernement et me comportant un peu maladroitement, me faisant du tort, pourquoi pas, ou faisant du tort à autrui. Je manquerais de justesse, bien que... D'un point de vue extérieur, peut-être pas de ton point de vue à toi. Oui, c'est ça, mais c'est là où après on rentre sur les histoires oui, tout à fait, après, de l'interconnexion et de la responsabilité individuelle, quoi.
D'où le fait, enfin pour moi en tout cas, c'est une des conditions sine qua non de l'affranchissement par rapport à tout ça, de la conscience, quoi. Oui. Et tu vas être coupé, Paul. Merci Paul, en tout cas, de ton appel. Et il a été coupé. On va faire une respiration musicale. Alors, je vous rappelle, avec nous, Maxence Laillé, on a fait une digression avec Paul et Stéphanie, mais pourquoi pas? J'aime bien quand ça part comme ça, et quelque part, ça va dans les différents sujets, thèmes que tu peux aborder dans Orb. L'autre planète, ORBS, Orb. Moi, je dis Orbs, je ne sais pas si ça se dit. Oui, oui. C'est vrai, bon. Et c'est bien à propos. Orbs, l'autre planète, orbs.fr pour pouvoir commander la revue. Nous allons continuer donc la thématique du nombre d'or à travers les fleurs, mais pas seulement. On aura l'occasion parce qu'il y a tellement de choses, on n'aura pas l'occasion de faire toute cette nuit. À mon avis, ça va être extrêmement difficile. Quoi qu'il en soit, respiration musicale. Alors, Et on parle de quoi après? J'aimerais dans la continuité parce qu'à un moment donné, je crois qu'on va quitter. Alors, il y a deux choses. C'est le mythe de la caverne. C'est la possibilité de faire un petit tour du côté de la langue des oiseaux, savoir comment est-ce que tu as eu connaissance de ces différents éléments, parce qu'il n'y a pas réellement de bouquins. Alors tu donnes les références, hein, bien entendu, mais il faut quand même se les trouver, hein, ces références. Elles sont pas évidentes. Je peux te dire qu'il y en a bon nombre qui cherchent des livres concernant la langue des oiseaux et qui ne trouvent pas. Donc on a l'occasion d'aborder ça. Je pense que pour un début d'année, c'est léger, voilà, ça nourrit le cœur et l'âme. C'est champêtre. Oui, oui, puisqu'on est dans les fleurs, autant y aller. Et on abordera par la suite, selon l'heure à laquelle il se trouvera à être. Alors, entre l'économie et justement une manière différente de concevoir l'économie avec les microcrédits en Inde, en Bangladesh. Voilà, je pense que ça sera certainement ça plutôt que l'économie à proprement parler. Et pourtant, alors, pas qui est-ce déjà? Le grand économiste financier. Bernard Litter. Oui. Alors, cet homme-là, Bernard Litter. Alors, pour information, je la donne comme ça entre parenthèses avant la respiration musicale. L'interview de cet homme est totalement hallucinante, surréaliste. À tel point que je l'ai mentionné à Lisandre. J'ai dit ça, c'est un invité qu'il faut absolument avoir. Donc il sera présent au sein de cette émission. Je ne sais pas si ça sera présentement dans les studios, par téléphone ou autre, mais il faut absolument avoir cet homme. C'est une sommité, et pourtant inconnue. Le nom me disait strictement rien, j'en ai jamais entendu parler. Donc on pourra certainement l'aborder d'une manière légère pour voir comment tu as rencontré cet homme, par quel biais et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire cette interview. Ça sera en tout cas certainement une mise en bouche pour les auditeurs jusqu'à ce qu'on puisse le recevoir dans les locaux. Et j'ai une petite surprise pour toi, à moins que tu connaisses, parce que tu connais quand même des choses sur pas mal de domaines. Et c'est rien, c'est la bouteille en plastique. Est-ce que tu savais que Léonard de Vinci avait créé un instrument de musique qui était uniquement dans les petits papiers à travers des schémas, etc., mais qui n'avait jamais eu l'occasion de le construire, cet instrument de musique? Non, je ne le savais pas. Eh bien, c'est un mélange de piano, mais ce piano, au lieu que ce soit des touches qui frappent des cordes, là, ce sont comme des archets qui frottent les cordes. Et c'est impressionnant le résultat. On a l'impression d'avoir un orchestre. Pourtant, tu as un homme avec ce qui pourrait ressembler à un piano. C'est un piano, quoi. Il l'a appelé, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a appelé, j'entends l'auteur-compositeur qui a, avec des ingénieurs, créé, selon les plans de Léonard de Vinci, le viola organista, Magnifique. c'est le nom. Je ne sais pas si c'est donc le nom qu'a donné Léonard de Vinci ou si c'est le nom qu'a donné cet homme à cet instrument avec une musique incroyable. Donc c'est voilà, pour vous faire en même temps découvrir, auditeurs, auditrices, ça dure 10 minutes et puis on se retrouve d'ici quelques instants après cette respiration musicale.